Bienvenue Andrea, merci d'avoir accepté notre invitation. L'idée de ce format, c'est de pouvoir un peu parler de Polkadot, de reparler de l'ensemble des challenges, de vos ambitions et de votre futur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais, qui tu es dans l'écosystème et en quoi tu contribues à l'écosystème Polkadot. Merci pour l'invitation déjà. Moi, je suis Andrea Vistoli, also known as Don Diego Sanchez. Et je me définis comme un Polkadot agent, c'est-à-dire ces gens qui essayent de faire de Polkadot quelque chose de bien. Parce qu'on va le découvrir dans l'interview, Polkadot a des particularités qui fait que son avenir repose entièrement sur des gens comme moi, qui travaillent pour personne d'autre que Polkadot et sa gouvernance, et qui essayent de façonner le futur de Polkadot tel qu'on aimerait le voir, quoi. Agent, ou agent, enfin... Et donc j'ai pas d'employeur, je crée mes propres missions, et c'est les token holders qui m'investissent d'un certain pouvoir pour accomplir des choses. Alors ça peut aller de tout et n'importe quoi. Là en ce moment on est en train de négocier par exemple un gros partenariat avec des équipes d'e-sports pour faire du sponsoring et tout. Et c'est ce genre de choses qui ne vient que parce que des agents se disent « Ah, ce serait cool qu'on fasse ça, tapons dans la trésorerie ». Et essayons de créer un truc qui fait sens et qui va aider Polkadot ou OpenGov. Avant d'aller plus loin dans ce format, je vais me présenter. Louis, je suis CPTO chez Meria. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire partager notre expérience et notre quotidien d'opérateur d'infrastructure blockchain, de partager avec vous l'actualité d'un projet, les enjeux d'un projet. Et donc c'est parti pour 30 minutes ensemble. Et justement, avant de parler du futur et des enjeux, Polkadot, c'est quoi? C'est né de quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de L1 sur le marché. C'est quoi votre différence? C'est parti d'où? Alors, déjà, premièrement, c'est pas une L1, c'est une L0. C'est assez important à intégrer. Et aujourd'hui, Polkadot se définit un peu, on va dire un peu comme Cosmos ou comme Ethereum, qui se veut être l'agrégateur de toutes les finalités de toutes ces L2 qu'on popait autour de la L1. Et là, l'idée de Polkadot, c'est de faire la même chose, mais à un niveau d'en dessous. Donc, Polkadot, sa fonction unique, c'est de connecter d'autres chaînes entre elles, des L1 en théorie. Pour définir assez simplement Polkadot, ça se veut être l'AWS du Web3, c'est-à-dire que tu as besoin d'accéder à un block space sécurisé, fiable et pas cher. Nous, on pense qu'on a une proposition de valeur assez intéressante pour ça, dans un écosystème cohérent. Polkadot, c'est né en fait la vision du professeur Gavin Wood, qui est un des co-créateurs de Ethereum à la base. Je crois même celui qui a fait le VM et Solidity, enfin c'est un gars solide. La légende veut qu'après avoir fait ça assez rapidement, puisque tout ça aurait pris qu'un mois à coder, voilà, donc c'était vraiment une bêta, il se soit rendu compte des limitations techniques de la solution Ethereum, et notamment son incapacité à scale. Très vite, il aurait réorienté en fait le projet sur ça, pas obtenu le consensus et donc décidé de fork Ethereum quelque part et de repartir sur son propre projet. Donc en 2016, il écrit le white paper de Polkadot, qui est déjà cette vision d'une chaîne qui permet de créer un block space partagé, une vraie économie en fait Web3 entre différentes L1 ce qui leur permettrait d'échanger des messages, d'échanger des tokens, de la valeur, mais avec trois valeurs cœur qui vont être la décentralisation absolue. Ça, c'est important. La résilience aussi. C'est un truc, on est obsédé par la résilience dans Polkadot, vraiment. On fait rien si ça peut pas supporter tout un tas d'attaques et si ça correspond pas à tout un cahier des charges sur la décentralisation et sur la résilience. Et le troisième aspect, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que dans Polkadot, l'idée aussi, c'est que chaque chaîne, chaque projet ait sa propre souveraineté, qui est quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand tu es une L2 connectée à la L1 Ethereum ou à Cosmos, tu es complètement dépendant des choix de gouvernance que va faire la L1. Alors que sur Polkadot, un roll-up connecté à Polkadot va garder l'intégralité de sa gouvernance, va pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent. Et donc, il y a un standard commun pour faciliter les échanges, mais n'importe qui peut construire ce qu'il veut, créer les règles qu'il veut, faire sa propre blockchain. L'intérêt, c'est juste de se connecter à une sécurité partagée qui va te permettre d'accéder à un block space pas cher et block space qui va être partagé avec tout un tas d'autres L1. Et justement, là, on parle de L1. Moi, je me rappelle au dernier cycle, il y a un truc qui a été extraordinaire dans l'écosystème Polkadot, c'est les parachains. Donc, une parachain, c'est un L1. Ouais, exactement. On a mis 5 ans à se dire, on va arrêter d'appeler les parachains des parachains, maintenant on appelle ça des roll-up, histoire de faire comme tout le monde. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, tu prends le concept des L2 qui sont construites autour de Ethereum de manière assez organique parce qu'il fallait créer du flux et du block space pas cher. Et donc des solutions pour mutualiser le block space, l'employer avec le maximum d'efficacité. C'est le principe de base, quoi. Polkadot, c'est fait pour connecter des roll-up entre elles afin que ils puissent se débarrasser en fait de toutes les contraintes qu'il y a qui sont liées au lancement d'une blockchain, notamment assurer ta propre sécurité,
ton set de validateurs et toutes ces choses-là qui sont extrêmement coûteuses. Et aussi, ce qui vient avec Polkadot, c'est le Polkadot SDK, qui est donc un kit, il s'appelait Substrate avant. Et c'est un kit de déploiement de blockchain. Donc littéralement, en 3 lignes de commande, on peut déployer une blockchain qui potentiellement peut se connecter à Polkadot. Et c'est assez intéressant parce que ce kit-là permet aux développeurs de dApps et de Rollups de se concentrer uniquement sur la logique on-chain qu'eux, ils veulent avoir et de récupérer tout un tas de briques qui ont été battle-tested depuis des années par des dizaines et des centaines de projets. Et donc d'avoir un tech stack quand même assez résilient, encore une fois on revient là-dessus, où si vous avez besoin de staking, si vous avez besoin de contrôler des tokens, enfin tout un tas de fonctions basiques d'une blockchain sont déjà prévues, sont déjà réutilisables assez facilement. Et justement, vous n'avez pas fait que changer le nom, je crois que le concept des parachains a un peu évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus de système d'enchères comme il pouvait y avoir par le passé, qui a été toute une histoire. Eh ben, ouais, merci de poser la question. Effectivement, ce block space n'est pas illimité, donc l'accès doit être régulé par un système permissionless. L'idée initiale, c'était les crowdloans, c'était de dire chaque projet va mobiliser sa communauté, la communauté va prêter des dots à ce projet-là, et les projets vont pouvoir enchérir sur l'obtention d'un accès à Polkadot par un système d'enchères très très compliqué. Parce qu'on aime bien faire des choses compliquées sur Polkadot. Qui a marché pendant un temps et qui s'est très vite essoufflé. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était juste une barrière à l'entrée phénoménale pour les projets, ne serait-ce que d'organiser la campagne de crowdloan et tout. C'est comme une ICO, sauf que ils récupéraient pas de capital. Il y avait une dissonance. Et donc ça a été complètement abandonné, ça. Et maintenant, c'est tout simplement aux enchères que se passe... alors c'est un autre type d'enchères, mais en fait, les projets peuvent préacheter l'accès au block space de Polkadot. Et donc c'est assez pratique et flexible, puisque disons que vous êtes une L1 qui sait qu'elle va avoir besoin de telle quantité de données à inscrire sur la blockchain sur un an, vous pouvez tout préacheter. Et donc ça propose une prédictabilité des gas fees, par exemple, qu'on voit nulle part ailleurs. Ça crée aussi un marché secondaire du block space. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont préempter du block space, pas en avoir besoin, leur vendre à d'autres. Ça vient aussi s'accompagner avec un léger redesign de comment Polkadot fonctionne et permet de donner accès à ce block space justement avec l'introduction du principe de corde. Sans rentrer trop dans la technique, il faut imaginer que Polkadot, c'est comme un processeur multicœur. Et donc aujourd'hui, il y a une 50aine de cœurs accessibles. Donc vraiment, c'est un processeur. Et les projets peuvent réserver un nombre de cœurs sur une certaine durée. Si vous avez besoin de très 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 peu d'ancrage sur la blockchain, mais de manière régulière et permanente, vous allez pouvoir vous associer avec d'autres projets, réserver un corps rien que pour vous sur une année, vous assurer que vous allez pouvoir écrire sur la blockchain Polkadot sans problème et ne pas utiliser trop de ressources, vraiment calibrer l'usage des ressources à votre besoin. Et de la même manière, si vous êtes un gros projet DeFi qui va avoir besoin d'envoyer de la transaction comme pas possible, là vous pouvez réserver 3, 4, 5 cœurs. Et donc pour comprendre, un cœur c'était un crowdloan avant. Tu réservais ton cœur à toi, puis il y avait des cœurs qui étaient sous-utilisés parce que finalement tu as des projets qui n'ont pas besoin d'écrire tant que ça. Et tu as des cœurs qui se remplissaient très vite parce que tu as des projets qui balancent de la transaction, des centaines de transactions par seconde. On a abandonné le crowdloan, on a créé ce nouveau système c'est un nouveau business model, quoi, autour de l'achat de block space dans Polkadot. Et donc ça, c'est live depuis quelques mois et ça marche pas mal, c'est plutôt très fluide. Et donc après, les gens vont critiquer ce système-là en disant « oui, c'est pas cher ». C'est le but. Le but, c'est que le block space soit pas cher. Et c'est tout l'enjeu de Polkadot aussi. C'est aussi bien pour ça qu'en termes de métriques, des fois, les gens ont du mal à comparer Polkadot à d'autres projets. Nous, le but, c'est que le block space soit pas cher. Et que, alors à un moment, l'usage massif d'un block space pas cher va créer de la buy pressure. Mais là où tu as d'autres projets qui vont avoir des systèmes d'enchères, par exemple pour l'accès au gas fee, qui créent ce paradoxe où plus c'est utilisé, moins c'est utilisable, et tout un tas de problèmes de prévision en termes de business et tout. Là, non, l'idée, c'est vraiment de fournir des solutions Web3 complètement compatibles avec les attentes business du Web2 et tout ce que le Web2 est habitué à voir en termes d'usage de ressources. Et justement, on parle d'adoption, d'usage, etc. D'un point de vue technique et technologique, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'un peu de relancement de Polkadot pour attirer des nouveaux usages. C'est quoi les narratifs sur lesquels vous positionnez? On sait que Solana, il y a eu un certain nombre de narratifs ces derniers mois, Ether est en train d'évoluer vers une blockchain plutôt d'infrastructure pour CL2. C'est quoi aujourd'hui le positionnement de Polkadot versus toutes les autres propositions de valeur sur le marché? C'est quoi les narratifs que vous targetez? Est-ce que c'est du consumer? Est-ce que c'est de l'institutionnel? Comment se positionne Polkadot versus le reste du monde là-dessus? Et aujourd'hui, tu as deux gros produits dans Polkadot. Tu as ce qu'on appelle le hub et le cloud. Le cloud, c'est ceux dont on vient de parler, c'est-à-dire c'est un marché qui est pour les créateurs de blockchain. Donc
un tout petit marché, quoi. Il y a peut-être quoi, 150 L2 qui tiennent la route aujourd'hui à peu près. Voilà, c'est le marché du Polkadot Cloud. C'est forcément un marché un peu limité, très compétitif, mais qui est, lui, complètement orienté vers les grosses sociétés Web 2, en fait, à terme. C'est-à-dire des gens qui vont avoir besoin de balancer des millions de transactions par semaine, voire par jour, pour, encore une fois, le prix le plus bas possible, et sécurité, résilience, prédictabilité. Mais c'est comme tout le Web3, on prépare des outils pour un marché qui n'est pas encore vraiment là. C'est en train de venir, mais bon, il n'y a pas non plus énormément de business cases globaux qui sortent de la finance, qui sont installés sur la blockchain aujourd'hui. Ça vient, hein, mais bon, ça va prendre son temps. Donc le premier type de client, ça va être ça. Et le deuxième, c'est donc le Polkadot Hub. C'est quelque chose qui est en train d'être déployé maintenant. Et c'est Polkadot qui a compris qu'être compatible VM, c'est pas si mal en fait. Donc avant, on avait des roll-ups qui fournissaient ce service-là, Astar et Moonbeam. Mais là, il a été décidé il y a un an que avoir une place centralisée dans Polkadot qui permettait d'exécuter du code et du code EVN on top de la tech stack Polkadot, ça allait avoir beaucoup de valeur. En gros, on a créé ce gros écosystème de roll-up qui peuvent être résumés par chacun apporte sa brique en fait. Ouais. Sa logique on-chain à lui. On va dire qu'il nous manquait cette couche qui permettait d'unifier tout ça très facilement. Et d'apporter les builders sans devoir réinventer leur stack. Exactement, et puis aussi de faciliter un peu l'usage des différentes fonctions que CL2 apporte, enfin que CL1 apporte, ça dépend comment tu places. Ouais. Je dirais un des trucs qui a été compliqué à comprendre pour les utilisateurs de Polkadot aujourd'hui, c'est que en fait, c'est un process qui a mis énormément de temps à se mettre en marche. Parce que créer des bridges trustless qui te permettent d'échanger des tokens et des messages et des instructions, tu vois, des transactions d'une chaîne à une autre de manière totalement trustless et permissionless, ça se fait pas en 2 secondes. Et c'est là où on en revient à ce que je te disais sur la résilience, c'est que tout a été construit très lentement, parce que ça doit être solide et ça doit jamais casser. Ce que tu vois, toi, il y a une réorientation où alors on essaye d'attraper des nouveaux publics et tout, c'est en fait Polkadot qui est enfin assez mûr et assez mature pour fournir quelque chose qui répond aux attentes des builders d'aujourd'hui. Et donc là, on parle du Polkadot Hub, c'est-à-dire cette capacité à écrire des smart contracts, par exemple. Sur Polkadot, c'était pas possible d'écrire un smart contract, ce qui est un truc qui peut être assez bizarre. Oui, je pense que c'était off-chain et après poussé sur des transactions. Non, c'est pire que ça. C'est que tu étais un développeur d'IAPS, tu n'avais pas ta place dans Polkadot. Tu allais soit sur Moonbeam, soit sur Astar pour coder des smart contracts. Mais en gros, tu ne pouvais que créer des blockchains sur Polkadot. Et donc ça correspond à un besoin d'un certain type de personnes. Mais on va dire l'intégralité des développeurs EVM ne codent pas de blockchain. Oui, ils codent des smart contracts. Ouais. Voilà. On va dire c'est ça qui arrive là, c'est qu'en fait Polkadot est enfin assez solide et résilient pour apporter cette couche de développement d'IAPS qui va tirer parti de toutes les briques de Polkadot et de ses parachains, enfin de ses roll-ups. Et donc c'est ça qui est enfin prêt. Et donc c'est ça qui va nous permettre aussi, enfin qui ouvre la voie aussi à en fait vendre cette possibilité à tout un tas de développeurs à qui avant on parlait même pas, parce que l'idée c'était pas forcément de toucher ces développeurs-là, surtout les développeurs Solidity, c'était vraiment de créer une maison pour les L1. Justement, je voulais revenir sur un point, justement, tu disais l'idée c'est de créer du block space pas cher, et il y a un point qui revient souvent et dans l'écosystème blockchain, c'est que beaucoup aujourd'hui de projets n'arrivent pas à générer du revenu, beaucoup de L1 n'arrivent pas à générer du revenu, ce qui à la fin impacte le token, puisqu'au final, si tu n'es pas capable de vivre des revenus de la chain, tu crames du token. Aujourd'hui, comment Polkadot, est-ce que Polkadot vide ses revenus comment vous gérez cette partie-là? Comment vous partagez le revenu en fait dans l'écosystème et cet équilibre entre les gens qui fournissent la sécurité, les gens qui construisent, comment ça s'équilibre tout ça? Eh ben, il y a des tokenomics un peu, pas complexes, mais réfléchis, comment on partage la valeur qui est générée. La valeur qui est générée aujourd'hui vient principalement de l'inflation. Effectivement, c'est comme beaucoup d'autres projets, il n'y a juste pas assez de traction dans le Web3 pour être rentable, en vrai. La vision de Polkadot, c'est donc d'être résilient sur les 15 ou 20 prochaines années. Donc oui, tu ne vas pas trouver beaucoup de monde qui est intéressé par le prix du DOT aujourd'hui dans Polkadot. Alors il y en a forcément, mais tu as vraiment, et c'est ça qui est beau aussi, ça agrège tout un tas de gens qui sont là pour la vision. Résilience technique, bâtir des infra Web3, créer le monde de demain. Et si tu m'arrêtes pas, je te parle de stateless network, d'un nouveau type de nation, tu vois. Enfin, voilà, vraiment, c'est des gens qui emmènent la philosophie et les valeurs du Web3 à un autre niveau. On est très très loin de Pump.Fun ou des trucs comme ça, qui sont nécessaires aussi, hein, tu vois, qui font partie du paysage, mais qui apportent de l'usage et du volume. Ouais, et puis plein de trucs aussi sociaux hyper intéressants sur comment le retail. Non, c'est pas, je me moque pas. Hein. Non, mais... tu vois l'implication du retail dans ses propres finances, ce qu'ont permis tous ces projets DeFi qui ont peut-être pris des raccourcis en termes de décentralisation et de résilience.
mais qui ont facilité une UX et une UI depuis des années qui permet à tout un tas de retail de pénétrer le marché du Web3, ça a aussi permis à tous ces gens-là de s'éduquer sur leurs finances, sur comment le monde y marche un peu. On a des cadres réglementaires qui n'invitent pas le retail, donc les citoyens, à se diriger vers ça. Donc, non, Pem.Fun, ce qu'a fait Solana, c'est hyper intéressant sur plein de trucs, c'est hyper grave sur plein d'autres. Éthiquement, il y a quelques points Voilà, limites. c'est pas vraiment une blockchain, ça burn des millions de gens et qui ne reviendront peut-être jamais dans le Web3 parce qu'ils se sont fait avoir dans un même coin et tout. Nous, c'est pas notre délire. Nous, on bâtit une infrastructure résiliente qui accueillera les administrations des gouvernements. Tu vois, c'est vraiment le délire. Tu as même déjà des roll-ups qui font ça aujourd'hui. Nous, le futur et tout ce délire de business model et tout, c'est quelque chose qu'on est en train de construire sur le très long terme. Donc aujourd'hui, on a conscience que oui, il y a juste pas assez de traction dans tout le Web3 pour être rentable. Mais le pari, c'est de dire que l'intégralité des infrastructures d'information vont passer sur des solutions Web3 et que la mission de Polkadot, sa vision, c'est de se rendre prêt à ça. Tu as tout un tas de débats, pour nous c'est du bruit, ça sert à rien, et tu as tout un tas de trucs qui sont des enjeux aujourd'hui pour certains projets, où on est là, mais on a résolu ça il y a longtemps, oh là là les gars. et donc, c'est ça aussi qui crée un peu ce décalage par rapport au reste du marché, où tu as l'impression que Polkadot, ils font des trucs dans leur coin, on ne comprend pas trop, tu vois. On arrive sur les tendances 1 an et demi après, on fait des trucs un peu inexplicables. Et c'est principalement dû à ça, et puis c'est dû aussi au mode de gouvernance qu'on va peut-être aborder. Et justement, c'était parfait en termes de transition, c'était incroyable. L'idée un peu de ça, c'est justement, Polkadot, vous n'avez pas d'organisation centralisée. En termes de gouvernance, c'est vraiment décentralisé. Des fois, ça peut même faire secte dans la façon dont c'est organisé. Quand on veut parler à Polkadot, c'est difficile je suis Polkadot. Exactement. Comment ça fonctionne aujourd'hui la gouvernance Polkadot concrètement? Est-ce qu'il y a une fondation? Est-ce qu'il y a une core team qui est capable de prendre des décisions et d'orienter le débat? Est-ce qu'il y a des groupes qui s'organisent pour représenter le projet? Alors en un mot, c'est un gros bordel. Voilà. C'est la conséquence directe d'une décentralisation profonde. Et donc on en revient encore à cette histoire de résilience, d'amour pour une vision et une philosophie qui passe avant tout le reste. Il a été très important dans le design de Polkadot de le rendre permissionless, trustless et décentralisé avant tout, et donc principalement sa gouvernance. Et donc ça a été un des premiers projets dans le Web3 à avoir une gouvernance auto-exécutrice. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur Polkadot passe par l'outil qui s'appelle OpenGov, qui est donc de la logique on-chain, qui permet en gros à n'importe qui de proposer n'importe quoi, à tous les niveaux, que ce soit des updates techniques, que ce soit de l'orientation stratégique, que ce soit des dépenses. Et donc absolument tout passe par là. Et donc oui, il y a zéro organe centralisé de gouvernance et de leadership dans Polkadot. On en revient à mon statut de agent. Polkadot n'évolue que parce que des agents suggèrent à OpenGov des choses. Et ça pose 2-3 questions. Donc ça fait qu'on est d'une résilience incroyable. C'est-à-dire que personne ne peut arrêter OpenGov. Il y a une update technique qui a été votée, elle est automatiquement appliquée. Personne n'est responsable d'appliquer l'update technique. Tu as aussi ce concept-là qui est, encore une fois, pas forcément présent dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Je vous garantis que dans 10 ans, les gens ne voudront plus appuyer sur le bouton pull request parce que ça prendra une notion de... Enfin, il y aura une responsabilité. Ouais. Exactement. Donc là, non, la responsabilité, elle est diluée entre tous les votants et sur toutes les décisions qui sont prises par Polkadot. Et Polkadot n'a de toute façon pas d'entité juridique. C'est bien pour plein de choses. Donc encore une fois, la résilience, c'est une expérience sociale super cool à vivre, de bâtir tout ça. Donc il y a les effets que tu dis, la secte et tout. Ça rend Polkadot très compliqué pour tous ceux qui cherchent à interagir avec, ça c'est sûr. C'est ça le Web3, quoi. C'est la vision du Web3, c'est de dire que les holders ont vraiment le pouvoir, c'est eux qui votent, leur décision elle est immuable, immutable, et elle va se dérouler. Et par contre, à côté de ça, c'est un incroyable bordel. Parce que on a une fondation, mais elle est très volontairement neutre. Il y a une société technique qui bosse quand même derrière, qui est Parity, qui va quand même faire du code. Mais in fine, ça reste l'outil OpenGov de gouvernance plutocratique qui définit tout. Et si Parity travaille sur une update et que nous on la refuse, on la refuse, quoi. Et voilà. Ça va me permettre de parler du Nexus. Il y a des groupes de gouvernance qui s'organisent. Par extension, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un groupe de gouvernance qui prenne l'ascendant sur le réseau et qui puisse prendre la direction du réseau et orienter le réseau comme il le souhaite? C'est toute la beauté des plutocraties. Voilà. Donc c'est un des concepts cœur de Polkadot. Parce qu'on n'est pas une démocratie. Voilà. Le monde de dehors nous a prouvé que peut-être les démocraties n'étaient pas la réponse, puisque nos démocraties sont déjà des plutocraties. Pour ceux qui ne savent pas, la plutocratie, c'est le contrôle par les riches. Voilà. C'est l'argent qui dit... voilà. C'est tout le jeu.
Et c'est la game theory, c'est l'équilibre de Nash. C'est plus quelqu'un a de dot, plus il a de stake dans l'avenir du protocole, donc plus il a de voix pour choisir l'avenir du protocole. C'est quelque chose d'assez simple. Et ça a la vertu de permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de dot de tout de suite comprendre qu'ils doivent s'allier entre eux s'ils veulent avoir voix au chapitre. C'est pas tant qu'il y aurait des groupes qui arriveraient pour prendre le contrôle, le problème, c'est plus que ça ouvre la voie à ce que des groupes de holders s'allient pour lutter contre les whales. Parce qu'il y a toujours des whales, elles sont toujours partout. Et dans Polkadot, elle pose pas un vrai problème, mais c'est une vraie question, puisque tu as des gens qui sont vraiment capables d'influencer des décisions avec juste leur vote. Ça, c'est une question, ce n'est pas un problème, puisque ça vient de la plutocratie, mais c'est une vraie question des plutocraties, c'est comment tu arrives à faire quand même quelque chose qui est équilibré. Le mec qui a 10 millions de dots, c'est normal qu'il les voit au chapitre, parce que si on fait de la merde et que ces dots ne valent plus rien, bon voilà. Et en même temps, un réseau comme ça, le Web3, des écosystèmes, c'est aussi composé d'énormément de gens qui doivent adhérer au projet et les soutenir, et qui plus est Polkadot, vu sa complexité et ce qu'on cherche à faire. C'est ça que génère la plutocratie, c'est l'émergence de ces groupes, qui sont des alliances de petits holders, impliqués, très très impliqués, qui vont défendre une ligne éditoriale et une philosophie, et qui vont après chercher à séduire d'autres holders pour que ces holders-là leur délèguent leur pouvoir de vote. Rejoignent leurs valeurs. Exactement, donc c'est un voting pool, quoi, en fait. Et justement, aujourd'hui, tu fais partie du Nexus. Le Nexus, c'est combien de dots, c'est combien de personnes? Alors, le Nexus, déjà, on pourrait qualifier ça d'une sub-DAO Polkadot francophone. Donc, on réunit tous les francophones qui veulent s'investir dans Polkadot et vraiment participer, quoi. On maintient un voting pool qui a des délégations, puis on mène tout un tas d'actions avec nos agents. Là, en ce moment, on essaye de redémarrer une campagne de présence dans la presse francophone, où on a été complètement absent ces dernières années. Comme je te disais tout à l'heure, on travaille à faire des sponsorships e-sports, ça c'est le Nexus qui porte ça. Le Nexus, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une trentaine de membres extrêmement impliqués. Alors vraiment, voilà, c'est presque leur activité full-time, ils sont rémunérés pour ça par la gouvernance et tout. Et puis, tu vas avoir une centaine de membres autour qui sont intéressés mais qui ont une vie normale, mais qui sont très contents de trouver ce lieu pour échanger de temps en temps sur certains concepts et certaines choses comme ça. Le Nexus, jusqu'à il y a peu, avait une délégation de 6 millions de dots, donc c'était quand même assez correct. Ça venait de la fondation, parce qu'elle essaye de rester neutre, mais elle a conscience qu'il y a des whales, donc quand même, elle a eu ce programme-là où elle déléguait à différents groupes dans l'écosystème certains dots, donc on a été dans la dernière cohorte. Là, comme on se met à faire des trucs où le Nexus va gagner de l'argent, grâce à ce qu'on va faire pour Polkadot, on s'est retiré de ça parce qu'il y a des conflits d'intérêts. On ne peut pas voter. Enfin bon, voilà. Et donc à côté de ça, on oscille entre 200 000 et 600 000 dots de pouvoir de vote. Ça, c'est la délégation organique. C'est les gens qui nous délèguent. Et on est assez content parce que le Nexus existe depuis pas si longtemps que ça, en fait. Ça existe depuis 4-5 mois. En fait, j'ai créé ça sur le modèle d'un autre truc que j'avais créé, mais co-créé, parce que là, c'est pas que moi. Enfin, le Nexus, c'est pas que moi non plus, mais on va dire que j'ai été l'instigateur. Je suis cofondateur aussi du plus gros lobby dans Polkadot, qui s'appelle le Chaos DAO, et où là, c'est un regroupement de justement tous les builders, tous les mecs ultra impliqués dans l'écosystème, tous les gros cerveaux, qui ont justement pas forcément beaucoup de dots. Là, oui, pour le coup, là, c'est un des plus gros voting pools qui existe. C'est une influence terrible pour certains dans l'écosystème. Et la mission du Chaos DAO, c'est de protéger la vision de Polkadot, protéger la trésorerie des grifters, l'implémentation sociale de Polkadot. Tu as une implémentation technique. Et nous, on est la réponse à tout ce qui n'est pas dans le white paper qui va permettre l'implémentation technique. C'est ça qui est aussi très intéressant dans Polkadot, c'est que toutes ces choses-là ont vraiment du sens et de la valeur. C'est-à-dire que nous, c'est un lobby qu'on a créé il y a 4 ans. Et aujourd'hui, ce lobby, organiquement, a plus de 6 millions de dots sous son contrôle. Et aussi, jusqu'à il y a peu, avait les 6 millions de dots de la Web3 Foundation. Donc, c'était 12 millions de dots de pouvoir de vote. On est des no-name. C'est vraiment juste la communauté qui s'est organisée, qui s'est structurée et qui a créé une DAO qui est tout à fait respectée et respectable aujourd'hui et qui est devenue un vrai pouvoir d'influence. Je te passe les détails, mais on a des équipes qui font du forensics et tout. C'est une grosse structure, quoi. Et justement, pour la Web3 Foundation, des programmes de la Web3 Foundation, aujourd'hui, Polkadot, il y a un enjeu d'usage, il y a un enjeu d'attirer des builders, d'attirer des usages dans l'écosystème Polkadot au sens large, que ce soit Polkadot ou les L2 ou les Rollup ou les Parachain, on les appelle comme on veut. Comment ça s'organise entre ce qui est appartient à la gouvernance de choisir et d'attribuer de la trésorerie, la place de la Web3 Foundation, est-ce qu'il y a des programmes, comment ça fonctionne? Je suis un builder, je suis un validateur, à qui je m'adresse, comment je... c'est un gros bordel. Le plus simple, c'est d'identifier des agents Polkadot comme moi,
qui vont comprendre la valeur que tu peux apporter et tout, et vouloir t'aider à pénétrer ce milieu. C'est vraiment la voie royale, parce que sinon c'est très compliqué. Et après, oui, il y a une foultitude de guichets de financement quand même dans Polkadot et de support. C'est juste une forêt d'opportunités qui est un peu dure à naviguer. Ce que va faire la Web3 Foundation, c'est surtout soutenir le développement du Polkadot SDK, donc Substrate. Donc ils ont tout un programme de grant pour les gens qui voudraient développer des palettes. Les palettes étant comme des smart contracts, mais qui sont intégrés au runtime de ton rollup. C'est comme si tu avais certaines features qui étaient codées en smart contract dans Ethereum que tu pouvais appeler directement sans appeler un smart contract. Tu vas pouvoir trouver des financements là-dessus si tu veux, des vraies briques de logic on-chain solides qui vont être intégrées au SDK. Là, on parle de trucs sérieux, hein. C'est du Rust et tout, voilà, ça rigole pas. Là, tu vas avoir des financements, sinon... Et la gouvernance. Et voilà. La Web3 Foundation essaye de faire des choses, mais déjà, encore une fois, elle a cette neutralité. Elle ne veut pas trop s'impliquer dans les choix, dans les décisions faites. En fait, tu as des programmes établis côté Web3 Foundation sur des sujets spécifiques, la sécurité, le parti développement technique, etc. Et après, tu as des sujets tout ce qui est stratégie, plus random qui vont aller sur la gouvernance. Et tout. Donc le marketing s'organise dans la communauté comme on peut. Donc il faut comprendre que ce système-là, la OpenGov, c'est vraiment actif depuis 2 ans. Tu as tout un groupe de personnes, ça fait 2 ans qu'ils apprennent à gérer Polkadot. On a fait énormément d'erreurs. on a soutenu les mauvais clubs de foot. Mais à chaque fois, on apprend et ça fait que ça ne se reproduira plus. Et que ça fait que ce concept d'esprit de ruche, qui est l'accumulation de tous ces agents comme moi, ben voilà, on mûrit, mais on a 2 ans d'âge mental. Donc, on met en place des choses, on n'a pas forcément les bonnes personnes aux bons endroits, il n'y a pas forcément encore assez de monde qui vient travailler, parce que c'est compliqué de travailler pour Polkadot. Il faut aller à la gouvernance, il faut faire une campagne politique, et si tu fais ça pour gagner 5000 balles par mois alors que tu es comptable, tu vas pas t'emmerder à faire un mois de campagne, aller parler à tous les holders de Polkadot et tout. On a encore des outils à créer, tu vois, en termes pour améliorer le capital humain et tout. Mais bah voilà, c'est un truc tout bête. Soutenir les devs de Diaps qui viendraient là sur Polkadot Hub. On a créé un bounty pour ça. Donc c'est-à-dire que tu as une dizaine de personnes qui se sont dit, bon, il faut qu'on ait un budget dédié à de l'adoption de développeurs. On va créer en fait une sous-trésorerie qui va être gérée par moins de personnes pour que ce soit plus efficace et plus flexible. Cette sous-trésorerie aura une mission bien définie. Créer du DevRel, d'adoption, faire des hackathons, tout ce que tu veux. Il va y avoir une dizaine de personnes en charge de dépenser l'argent et ils vont se démerder. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça marche. Et donc toutes les initiatives externes de Polkadot, stratégiques et structurantes, ça fonctionne comme ça. Et justement, donc là on parle de continuer à attirer des nouveaux usages, etc. C'est quoi un peu votre vision là, pour les mois, années qui arrivent? C'est quoi les focus qui émergent de la gouvernance? Puisque il n'y a pas de vision centralisée de ça. C'est quoi un peu les focus qui émergent de la gouvernance? Et comment on va s'orienter un peu Polkadot dans les prochains mois, soit technologiquement, soit on va dire côté usage? Comme je te disais, il y a ce truc de hub là, qui va être release fin août. Donc à partir de fin août, tu auras cette couche compatible VM qui te permettra de build des trucs assez cool en tant que Diaps développeur. Donc ça va être le focus. Et pour faire très simple, on va dire que c'est la finalisation de Polkadot 2.0 avec tout un tas d'autres concepts. On n'en a pas parlé d'ailleurs, j'ai pas brague là-dessus, mais Polkadot 2.0, techniquement, c'est badass hein, quand même. C'est 150 000 transactions par seconde, c'est une data availability à 50 mégabits. Toutes les grandes statistiques qui font qu'un système Web3, une infrastructure Web3 est ce qu'elle est, tu peux pas tester. Donc, ce délire de hub, un peu, est la finalité de ça. Donc, je te parlais de maturité du réseau. Donc, voilà, Polkadot 2.0, ça va être ça. Donc c'est une finalité en 6 secondes, une inclusion en bloc en une demi-seconde. Donc là, ça y est, ça tourne en une demi-seconde, tu as ta pré-finalité, quoi. En termes du X, ça va être incroyable. Par rapport à là d'où on vient, c'était 12 secondes il y a encore 6 mois sur Polkadot. Donc tu cliques, tu attends 12 secondes que ton bloc il soit validé, c'est chiant. Là, on est à une demi-seconde maintenant. Tu as tout un ensemble de trucs tu vois, qui arrivent à maturité et qui vont soutenir ça. Donc ça va être ça le focus, à mon avis, des 18 prochains mois. C'est de s'assurer que Hub est bien lancé, qu'il y a le bon tooling autour, qu'on présente cette alternative de développement à un maximum de personnes. Alors, principalement, ça va être des devs Solidity, donc ça va être vu comme on vient poach, tu vois, les devs Ethereum. Mais ça va être ça le concept. Et sinon, tourner vers l'avenir, bah, c'est Jam, quoi. Jam, c'est la Polkadot 3.0, c'est vraiment la prochaine révolution en termes de blockchain. Et là, pour le coup, si vous aimez la blockchain, si vous aimez le Web3, je vous invite à vous renseigner. Jam, juste, c'est révolutionnaire. Ça a abstrait le concept de bloc. Il n'y a plus de bloc. Ça abstrait le concept de langage. Il n'y a plus de langage. Et c'est un espèce de super ordinateur
qui va se reposer sur toute l'infrastructure Polkadot et qui va permettre en gros à n'importe qui d'exécuter n'importe quoi sans trop se prendre la tête avec quoi que ce soit, avec une démultiplication encore pire, enfin encore meilleure, de toutes ces stats qui font rêver les gens. En termes de transactions par seconde, en termes de data availability, on commence à parler de gigabits par seconde, de quantité de data que tu peux query sur les states de toutes les autres L2 qui sont connectées au bordel, tu vois. Je crois que Gainlayer est à 11 mégaoctets, tu vois. Et là, on te parle de 1 giga 5. Et donc, continuité des blocs, c'est-à-dire que ton programme n'a même plus conscience qu'il y a des blocs. Donc, tu peux exécuter n'importe quel langage, du C, si tu veux. Et donc, vraiment, j'invite tous les devs hardcore Web3 qui kiffent les valeurs cypherpunk et qui kiffent la tech à aller regarder ce que c'est Jam. Parce que sur le papier, c'est une tuerie. Et les premiers tests sont déjà là. Jam, ça fait tourner Doom. Donc, tu peux lancer Doom, qui est exécuté sur une blockchain. Hein. Doom ne sait pas qu'il y a des blocs en dessous, mais c'est quand même les blocs qui gèrent tout le traitement, qui renvoient les frames et tout, machin, pour t'afficher Doom. Alors, je ne sais pas combien de FPS on a encore, hein, mais c'est jouable. Ouais. Et il y a eu des démos. Et c'est pas du offline ou quoi. C'est vraiment... Tu as Doom qui est exécuté sur une espèce de virtual machine qui se repose sur un système de blocs, mais c'est-à-dire que les blocs sont continus et se touchent. Ça va faire du revenu pour la blockchain. Alors, c'est le but, mais ça va dans cette vision que je te disais, de nous, on est sur le long terme, et en gros, bah voilà, après avoir fait tout ça pendant 5-6 ans, même plus encore, puisque ouais, c'est ça, 2016-2025. On va dire, Gavin Wood, ça y est, il a identifié c'était quoi l'infrastructure Web3 du futur. Ça va être le focus de toute la commu, une fois que le Polkadot Hub est passé. Et justement, on parle justement du futur et de ce que vous apportez, de performance, etc. Énormément de L1 qui sortent encore aujourd'hui, d'initiatives d'infra avec la narrative du restaking qui nous a occupé, je pense, une bonne partie de l'année dernière. Polkadot au-dessus de la mêlée, Polkadot, ça ne nous concerne pas, continuez à avancer de votre côté. C'est comment vous voyez par rapport à tout ça et surtout comment vous voyez, aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de fragmentation de la liquidité across les différentes L1. Comment vous travaillez ça? Bon, déjà, je vais avoir du mal à répondre sans passer pour un mec hyper prétentieux. C'est le problème de Polkadot. Ces histoires de restaking et de machin, ça nous a fait rire dès le début. Parce que c'est une dette technique qui fuit en avant d'elle-même, tu vois. Et donc, un des problèmes d'Ethereum, c'est que les fonctions de base à être ce block space commun et partagé entre des L2, bah, il ne les a pas. Donc, c'est des L2 qui fournissent à la L1 les fonctions pour permettre aux autres L2 de fonctionner. Tout ça en se reposant sur cette même dette technique de l'accès au block space EVM qui est galère de ouf et qui évoluera jamais. Le délire du restaking qui était donc de permettre de créer des couches de data availability pour d'autres L2 pour checker les states des autres L2 machin et tout, bah c'est un truc qui est embêté dans Polkadot by design dès le début. Ce que je te disais tout à l'heure sur le data availability. Là aujourd'hui sur Polkadot, le data availability il est de 50 mégabits par seconde. Là où Celestia doit être à 2,5, un truc comme ça, et Ngain à 11 ou 15. Et Ngain ne fait que ça, tu vois. Nous, c'est juste une sous-brique. De la même manière, le fait que tu puisses envoyer des messages d'une parachain ou d'une roll-up à une autre, et c'est embedded depuis longtemps chez nous, c'est trustless, c'est permissionless, c'est résolu. Pareil, tout ce qui est bridging trustless, on a des bridges trustless et permissionless avec Ethereum, avec toutes les L2 qui existent. Pareil, si vous aimez la technique, allez regarder Hyperbridge. C'est un super projet. Si tu veux, on a tout un tas de grosses évolutions technologiques qui nous font bien marrer quand on voit que, en gros, l'écosystème EVM essaie de faire la même chose, mais en patchant des trucs par-dessus des trucs, alors que, justement, c'était le propos de Gavin Wood de dire on a pris une direction qui n'est pas la bonne, les gars. C'était une très belle POC, Ethereum. Maintenant, il faut qu'on repense le truc avec la scalability, la résilience et tout. Et là où par contre c'est totalement l'inverse et tout le monde peut bien se foutre de notre gueule, c'est ce que tu as dit sur la liquidité. Polkadot étant très compliqué, différent, on ne comprend pas comment il fonctionne, bah, ça n'a pas intéressé beaucoup de VC qui aimaient les short-term gains, ça n'a pas facilité l'arrivée des retail, et donc il y a un vrai problème de liquidité sur Polkadot qu'on essaye de résoudre, mais qui est le même pour toutes les deux, hein, tu vois, voilà. Déjà, à l'intérieur de l'écosystème, il n'y a pas de fragmentation de liquidité, puisque tout est trustless, tout bouge dans tous les sens comme tu veux. Donc ça, il n'y a pas de souci, tu vois, on a une parachain qui est le DEX de tout l'écosystème, tu as tous les tokens des autres projets
qui sont envoyés de manière trustless par leur propre gouvernance pour fournir des liquidités dans ce pool-là avec leur propre OpenGov à eux. Tu sais, je t'ai dit, elles ont la souveraineté, les parachains. Donc, elles sont capables de faire ça. Elles sont capables d'avoir une trésorerie possédée par les token holders qui décident elles-mêmes d'envoyer des liquidités à travers une chain dans notre Uniswap qui s'appelle Hydration. Tout ça de manière totalement trustless, permissionless et tout. Donc ça, c'est le côté très très beau. Et le problème, c'est la frontière avec l'extérieur. Et ça, c'est aussi, nous, notre forme de dette technique à nous qui était liée à cette résilience. Donc Polkadot n'a pas une dette technique, elle a une dette d'UX. Alors l'UX, c'est terrible sur Polkadot, c'est très dur. Par exemple, tu vois, minter des stablecoins natifs, c'est un truc qu'on s'est dit, c'était important il y a quelques mois de... Ah, peut-être si on veut faire venir des liquidités, il faudrait que Circle et Tether puissent minter chez nous, tu vois. Donc ça a été mis en place et tout. Et là, ça y est, ça vient, la quantité de stablecoins sur Polkadot, minté nativement, il est en train de croître de manière tout à fait respectable par rapport à l'historique. Tu as aussi, encore une fois, ce côté maturité où tu vas enfin pouvoir avoir des apps cross-roll-up qui vont créer des trucs un peu plus... Enfin, qui tireront un peu plus parti des valeurs ajoutées de Polkadot. Et ce qui va justifier aussi... passer outre cette barrière à l'entrée et tout, puisque en vrai jusqu'à aujourd'hui, l'aspect écosystème n'a pas trop été leverage comme il fallait. Ouais. Donc toi, mais comme sur Ethereum, tu as plein de L2 qui font leur truc, et elles ne se parlent pas forcément toutes très bien, Voire pas du tout. Voire pas du tout. Et nous, on a un peu ça, ce qui est un peu triste, parce qu'on a toute la tech pour qu'elles le fassent, et finalement, en fait... c'est assez rare que des L2 ont envie de se parler. Donc d'où cette couche qu'on va mettre par-dessus qui va permettre à des builders de DApps de faire ça. Et donc l'espoir, c'est que la proposition de valeur, la résilience, la décentralisation et tout, c'est ça le pari de Polkadot, à terme va redevenir important. Et on est bien conscient qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout, que c'est pour ça que les gens vont ailleurs, là où il y a des short-term gains, voilà. Mais notre pari, et c'est ce qu'on est en train de voir là, hein, c'est que les décisions qui ont été prises il y a très longtemps, qui ont défini un peu cette lourdeur et cette inertie dans Polkadot, dans son développement, dans son UX, le développement du Web3 est en train de nous donner raison. Je ne suis pas là pour jeter des cailloux, hein, mais quand tu vois ce qui s'est passé dans la Ethereum Foundation là, ces derniers mois, les dramas de gouvernance, de machin, et que tu te rends compte, en fait, il y a 12 personnes qui décident de l'allocation de centaines de millions d'être, enfin peut-être pas centaines de millions, mais de centaines de millions de dollars en net. Je dis, ouais, c'est un problème en fait. Parce que c'est ça aussi, tu vois, l'impact sur le prix, c'est qui ces gens-là, pourquoi ils se sont retrouvés ici, quelles décisions ils prennent, pourquoi ils ne soutiennent pas tel projet, tu vois. Chez nous, ça n'arrive pas. Ouais, complètement. Par la gouvernance. Alors, ça pose plein de complications, et en même temps, nous, on pense qu'on a résolu les problèmes qui vont faire que plein d'écosystèmes vont se sunset. Je pense malheureusement qu'Ethereum va dans cette direction-là aussi. Et qu'ils ont une incapacité à accepter leur dette technique. Je sais que je me fais plein d'amis avec ça, je suis désolé, les gars. En tout cas, c'est notre pari. Voilà. Je ne sais pas si on a raison, mais c'est notre pari, c'est de dire... De toute façon, c'était le mantra initial et ça continue. Voilà. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est légitime et loyal envers nos valeurs. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que Polkadot, c'est surtout l'amour d'une philosophie avant tout, tu vois. Et il s'avère que la conséquence de ça est un déploiement technique. Mais en vrai, l'idée, c'est vraiment... comment tu structures les humains avec des nouveaux outils de système d'information qui vont permettre de nous faire passer le next step. C'est marrant parce que tu m'as devancé sur les questions sur tout le long de truc. Et j'allais dire, si tu dois garder un mot de la fin qui résume justement notre échange aujourd'hui, et je pense que tu es d'accord, c'est que Polkadot avant tout, c'est l'amour d'une philosophie. C'est exactement ça, et c'est pour des gens fous qui veulent créer un nouveau monde. Histoire d'ouvrir un peu le débat, ce qui se passe en vrai sur Polkadot aujourd'hui, c'est la création d'une nouvelle nation. Si on pense que c'est une nation, c'est un ensemble de personnes qui parlent le même langage, qui vont dans la même direction et qui partagent la même culture et qui ont à peu près le même territoire en théorie. Nous, on enlève le concept du territoire et notre nouveau territoire, c'est ce stateless network, ce réseau supranational ou subnational qui est au-dessus des gouvernements des pays et qui va devenir à terme un outil de gouvernance mondiale ou qui pourrait inspirer un truc qui irait vers ça. C'est littéralement ce qui se passe avec ces agents qui essayent de comprendre comment on va faire marcher cet outil qui est OpenGov pour gouverner ce truc qu'on commence à peine à comprendre, tu vois. En fait, on est en train de créer une nation, littéralement. Et c'est ça qui est aussi très beau, c'est que Polkadot offre une place aux gens qui ne sont pas que des devs, mais à des gens qui veulent bâtir des nouveaux systèmes pour demain. Et on en revient à l'amour de la philosophie. Voilà. En tout cas, merci pour ton temps. Je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. On a pu parcourir pas mal de choses. On est parti de très peu de techniques et on est parti sur beaucoup de gouvernance, beaucoup de philosophie, mais c'est vraiment, je pense, important pour comprendre le projet. Donc merci pour ton temps. Je ne sais pas si tu veux compléter avec un mot de la fin, si tu veux compléter avec quelque chose qu'on n'a pas pu couvrir aujourd'hui. Merci à Meria. Et non, et si des gens sont intéressés, je les invite à rejoindre le Nexus. C'est une bonne place pour, si vous êtes intrigué, si vous avez des questions, si vous êtes un dev, vous êtes francophone, venez, on vous accueille. Super, merci à toi. Merci beaucoup.